Bienvenue sur ce cinquième live de Datadate, le déjeuner avec les experts IFOP. On va commencer par une première demi-heure sur la revue de presse des sondages que j'aurai le plaisir de faire avec vous. Voilà, on va aller sur le site de l'IFOP tout simplement. IFOP qui est l'institut de sondage qui publie le plus, tout simplement. C'est pour ça qu'on se limite un peu à ce qu'on fait nous, parce qu'il y a déjà beaucoup de matière. L'invité du jour, Marie Ariazzo, directrice adjointe du pôle politique et directrice des études qualitatives chez nous. C'est quoi les études qualitatives? À quoi ça sert? Eh bien, elle va nous en parler. Enfin, dernière partie d'émission, notre rubrique Désintox. Vous commencez à en avoir l'habitude. Voilà, on va revenir sur des idées reçues, des propos, sur les sondages, peut-être sur l'IFOP aussi. On a repéré quelques trucs qui circulent sur les réseaux et qui ont tendance à, je ne vais pas vous le cacher, un peu nous énerver. Mais on va déballer ça en toute franchise, en toute bonne foi, en toute pédagogie et dans la bonne humeur. Magnifique, magnifique. Alors, découvrons ensemble les derniers sondages qu'on a faits. Et on en a publié un hier. Un sondage IFOP pour le journal du dimanche, le regard des Français sur l'obligation vaccinale. Adhésion à la vaccination obligatoire. Nous avons donc demandé à un échantillon représentatif de la population française si ils ou elles étaient favorables à la mise en place d'une vaccination obligatoire contre le Covid-19 pour tous les Français âgés de 18 ans et plus. Parce qu'en effet, mine de rien, l'épidémie revient selon tous les indicateurs. Bonjour, il est fixe, ravi de te revoir parmi nous. Donc, vaccination obligatoire, on demande aux gens, est-ce qu'il faut vacciner d'office, enfin rendre ça obligatoire, vacciner tout le monde, tous les majeurs dans ce pays? 68% des Français, on va dire 2 tiers, 68% nous disent oui, il le faudrait. 32% nous disent non. Donc ça, c'est la première chose, le premier résultat à plat. Ce qu'on observe, on a pu poser ces derniers temps, mais surtout pendant au plus fort de la crise sanitaire, beaucoup de questions sur faut-il confiner, faut-il fermer tel type de lieu de commerce, faut-il vacciner, etc. Et dans toutes ces études, toutes, vraiment, a fortiori depuis l'arrivée du vaccin, enfin depuis que la campagne vaccinale a bien avancé au printemps dernier, dans toutes ces enquêtes, on a une nette majorité des Français qui est pour les mesures les plus contraignantes, les plus coercitives. Voilà. Et quand on publie ce genre de résultats, on a beaucoup de réactions, beaucoup de gens qui disent oh, vous êtes des vendus, c'est n'importe quoi, regardez, j'ai fait un sondage Twitter où toute ma communauté, tous mes followers de gens très remontés contre le vaccin, mon sondage auprès de ces gens-là montre que les gens, on ne sait pas qui sont les gens, sont très remontés contre le vaccin. Bah oui, mais si on demande ça à que des gens remontés contre le vaccin, c'est normal que les résultats soient majoritairement contre le vaccin. Voilà, l'avantage d'un sondage représentatif, donc un vrai sondage, pour appeler ça petit cours de terminologie, un sondage doit être représentatif de sa population cible. Si vous faites une question sur Twitter qui est représentative de personne, il ne faut pas appeler ça un sondage. C'est une consultation, d'autres choses, il y a différents termes. Voilà, mais sondage, c'est censé être représentatif. Et donc, dans tous les sondages faits dans le cadre de cette crise sanitaire, on teste des mesures, en tout cas l'accueil, la réception de différents types de mesures coercitives. Ce qu'il en ressort, c'est qu'en général, les Français sont majoritairement pour. Voilà. Et on nous dit c'est pas vrai. Le fait est qu'aujourd'hui, il y a une majorité de Français vaccinés, par exemple. Voilà. Donc, c'est une preuve supplémentaire que, comment vous dire, si 2 tiers des Français nous disent qu'il faut vacciner tout le monde, oui, c'est parce qu'il y a plus de 2 tiers des Français déjà vaccinés, donc ils s'en fichent. Ils disent ça surtout pour les autres qui ne sont pas vaccinés. Donc, ce 68% des Français, 2 tiers favorables à la vaccination obligatoire pour tous, c'est crédible. C'est crédible, ça se vaut pour ça. Et ça nous donne un état, en tout cas, de la manière dont les Français abordent cette question-là. Et on verra d'ailleurs, donc les annonces, je crois qu'Olivier Véran est en train de faire des annonces là même en ce moment. On verra si l'exécutif, dans les prochains jours, voire un peu plus loin en amont des fêtes de fin d'année, annonce de nouvelles choses. En tout cas, aujourd'hui, à date, il y a des Français, une nette majorité des Français en faveur de cette vaccination obligatoire. Or, le petit piège, et on l'a vu sur des choses comme la limitation des vitesses à 80 km/h, je ne sais plus si j'en ai déjà parlé dans le cadre de ce live, c'est que avant une décision coercitive, vous demandez à l'ensemble des Français, admettons qu'une majorité soit pour, et en fait, au moment où la décision est prise et entre en vigueur, là, ça baisse un peu en général l'adhésion, parce que les gens réalisent que, c'est embêtant, ils réalisent les conséquences concrètes de cette mesure coercitive, et donc ça baisse un petit peu. Voire ça baisse beaucoup dans le cas de la limitation à 80 km/h, qui, je le rappelle, a mis le feu au pays et a déclenché le mouvement des Gilets jaunes, tout simplement. Enfin, été l'étincelle. Voilà, ça c'était pour le sondage JDD qu'on a fait. Ce qui est intéressant, dernière chose qu'on remarque, c'est que le taux d'adhésion à la vaccination obligatoire, plus on avance en âge, plus on est favorable. Pourquoi ? Parce que les tranches les plus âgées sont les plus vaccinées.
tout simplement. Donc vu que pour eux c'est bon, c'est fait, et qu'il y a quand même un danger sanitaire, voire de mort, beaucoup plus aigu chez ces populations-là, ils sont nettement plus en faveur d'une vaccination obligatoire pour se protéger eux, directement en étant piqués, ou se protéger eux en vaccinant les gens autour d'eux pour qu'ils ne les contaminent pas. Voilà. Explication un peu décousue, mais pour vous dire que les résultats de sondage aussi, tout ça s'explique de manière très prosaïque, très concrète. Voilà. Pourquoi les plus âgés sont plus pour vacciner tout le monde? Parce que sinon ils risquent de mourir. Voilà. Dit comme ça fait très enfonçage de porte ouverte, mais vous voyez l'idée. Bonjour à tous, bonjour Marie. Bonjour Jean-Philippe. Peux-tu te présenter s'il te plaît? Je te dis pas pour moi parce que je te connais, mais pour nos viewers qui nous regardent. Qui es-tu? Alors, donc je m'appelle Marie Gariazo et je travaille dans les études depuis maintenant une petite vingtaine d'années. Et je suis directrice adjointe du département opinion de l'IFOP, mais spécialisée dans ce qu'on appelle donc les études qualitatives. C'est quoi les études qualitatives? Voilà. Parce que les études quantitatives, je pense qu'on voit ce que c'est X% des Français pensent qu'il y a des chiffres, trop souvent, en tout cas beaucoup, qui aident à quantifier combien de gens pensent ci, pensent ça. Voilà. Un sondage quantitatif, c'est on pose des questions à un échantillon, on compte les réponses, donc de gens qui disent ceci, cela, on publie ces chiffres, on les interprète, on les fait parler, ça c'est le quantitatif, mais les études qualitatives, qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est les études qualitatives? Alors, c'est d'autres méthodologies et c'est vrai qu'on a souvent tendance à présenter, par exemple, nous, quand on présente un peu les études qualitatives, on dit, si on revient sur le sondage pour le référendum en 2005, par exemple, on avait une bataille permanente entre oui, non... Donc référendum pour la Constitution européenne. Voilà, oui, c'est vrai que ça date un petit peu. Je suis désolée, j'ai pas enfin, je pourrais prendre des références beaucoup plus récentes. Mais si on part sur celle-là, c'était particulièrement important parce qu'on voyait que le oui, donc un référendum, on n'en a pas beaucoup en France, et on voyait qu'on avait le oui qui devançait le non, à très peu avec une marge d'erreur quand même très faible. Donc quantitativement, voilà, on observait quantitativement, ça. Et puis le non passait parfois au-dessus du oui. Enfin bon, bref, on voyait bien qu'il y avait des débats d'ailleurs extrêmement forts d'un point de vue politique à ce moment-là. Et donc je rappelle, parce que c'est vrai qu'on a souvent des demandes très importantes de référendum en France, que là c'était typiquement un exemple comme celui-ci, où on a donc une question qui est binaire, hein, oui ou non, et on avait du mal à comprendre pourquoi le non passait devant le oui. Et donc il y avait besoin de savoir, surtout que à cette époque-là, les partisans du non et les partisans du oui étaient avec des profils assez multiples en fait. On pouvait être répondre non à la question pour différentes raisons, en étant à différents endroits de l'échiquier politique. Oui, il y avait un non de gauche, un non de droite, un oui de gauche, un oui de droite. Voilà, alors on posait des questions en quanti, en essayant de comprendre un peu les raisons pour lesquelles les gens se positionnaient sur ce référendum, mais le quali, tout particulièrement, était important pour avoir vraiment un élément de mesure supplémentaire, c'est-à-dire qu'on allait voir des gens avec des profils particuliers pour essayer de comprendre comment ils se positionnaient par rapport à ce référendum et apporter d'autres billes, d'autres éléments d'analyse qui venaient illustrer et enrichir les résultats des enquêtes quantitatives et puis surtout, comme le match était assez serré, qui aidait aussi les politologues à se positionner, notamment dans les médias, dans leur prise de parole, pour savoir comment ils voyaient finalement les résultats finaux. Donc tu veux dire que par rapport au quantitatif qui fixe un rapport de force, finalement, qui quantifie littéralement, il dit A c'est un tel, B c'est un tel, le quali va éclairer sur les motivations, sur ce qu'il y a derrière en fait. Sur les motivations, sur les éléments de compréhension, on le voit et c'est très important notamment aujourd'hui. On a, alors si on reparle toujours de politique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on voit bien que les sympathies partisanes ne sont plus exactement figées comme il y a quelques décennies. Et on a besoin de comprendre en fait les contradictions humaines, la façon dont les gens se positionnent sur des sujets de société. On peut poser de multiples questions, mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est important d'aller voir pour comprendre aussi, au-delà des motivations, mais comment se structurent les opinions au niveau individuel, d'aller voir les gens pour échanger avec eux de façon un petit peu plus approfondie. Un des viewers, on va dire ça, Monsieur le Crapaud, qui dit que ça ressemble pas mal à ce que font les sociologues finalement. Et c'est quoi la différence justement dans le métier que tu fais? Oui, alors par rapport et entre moi les alors les chercheurs ils sont sur le temps long, c'est-à-dire ils ont souvent, les sociologues, ils ont
un sujet d'enquête qu'ils approfondissent énormément. Donc, ils sont capables de repérer des évolutions très rapidement, tout en étant dans des temps extrêmement longs. Ils vont, par exemple, en tout cas, c'est l'image que j'en ai, peut-être que tous les sociologues ne fonctionnent pas comme ça, mais ceux qu'on connaît, ils vont suivre des gens sur le long terme, être dans des entretiens individuels beaucoup plus longs que nous, avec des contraintes aussi économiques différentes, c'est-à-dire un projet de recherche, il est financé autrement, il s'étend sur un temps beaucoup plus long, et puis il y a des spécialisations, entre guillemets, le sociologue, il va être sociologue, alors je dis n'importe quoi, mais de l'urbanisme, de l'évolution des villes, ou de l'immigration, voilà, et donc il est expert de cette thématique-là, et il est capable de très vite identifier les bonnes personnes à interroger, et puis de les suivre et de repérer des évolutions. Nous, on est on répond, voilà, en tant qu'entreprise privée, on répond à des commandes, en fait, donc qui sont sur des commandes donc beaucoup plus rapides. Donc, c'est comme si on faisait une forme de brouillon du sociologue, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va... Enfin, non, on est sur des sujets qu'on explore beaucoup moins en profondeur, beaucoup plus rapidement, sur des sujets très variés. Mais par ailleurs, c'est vrai que l'expertise qu'on a acquise au fil des années nous permet aussi d'aller beaucoup plus rapidement pour repérer des signaux faibles ou forts en matière d'opinion. Et puis nous, en fait, notre étude, elle répond en fait à la demande. Elle n'est pas juste une étude d'observation de l'opinion. On n'est pas sur... on peut avoir cette demande-là, mais globalement, on ne va pas nous demander, si je caricature, on ne va pas nous demander comment les Français se positionnent par rapport à l'élection présidentielle dans leur fort intérieur, etc. On va nous demander, moi, je veux que les gens votent pour moi, comment je fais, entre guillemets. Oui, des fois, tu as quand même des clients qui te posent des questions super vagues. Oui, bien sûr, mais disons qu'on est moins dans un... Alors, ça s'apparente, par ailleurs, ça ressemble beaucoup... Parce que dans les méthodes, dans les méthodes, c'est les mêmes outils. Dans les rendus, ça peut ressembler aussi beaucoup, mais disons qu'on explore... moins en profondeur une multitude de sujets, donc on peut aussi les croiser. Merci beaucoup, Marie. Merci à vous. On se quitte quelques secondes et on revient avec Paul pour la désintox. Mon cher Paul, rebonjour. Très heureux de te retrouver dans ce live. Maintenant, tu n'es plus aux platines de la modération, donc c'est le moment de faire n'importe quoi. Allez-y, et nous, on va parler des intox. C'est cela, toujours la même rubrique. Alors, on vous présente ce que nous on a vu, qui n'est pas juste, ou des attaques contre les sondages, ou des incompréhensions plutôt. Alors, je fais le candide. Oui. La semaine dernière, on publie un sondage. 58% des Français sont favorables à la mise en place d'un confinement pour les personnes non vaccinées ou qui n'ont pas guéri. Donc c'était le modèle autrichien, puisque l'Autriche a pris cette décision il y a quelques temps. Donc, on dit la majorité des Français sont pour la mesure hardcore. Ok. Et un type nous répond, moi, @sol blablabli blablabla, vos sondages sont bidons, tout comme les Français qui adorent le pass sanitaire. C'est pas très gentil, on parlait tout à l'heure que catégoriser les gens et dire les cons, les méchants et tout, c'est pas très sympa. Lui, il est pas très sympa. Non. Et donc il dit qu'on n'est pas crédible. Et pourquoi il dit qu'on n'est pas crédible ? Il invoque des exemples, des captures d'écran qu'il a prises. Question posée sur le site du Figaro, le 10 octobre, le 11 octobre. Donc déjà, c'est plus d'un mois avant. Encore une fois, l'opinion à l'égard de la crise sanitaire, elle change en fonction des changements de la crise sanitaire. Donc comparer contester un résultat de sondage parce qu'il y a un mois, c'était pas pareil. Attention, l'opinion, elle peut se renverser en un mois. Donc alors, faut-il prolonger le pass sanitaire après le 15 novembre ? Oui, non. Les gens qui vont sur le site du Figaro disent non à 74%, 75%. Okay. Et il y a un point important, on voit il y a 350 000 répondants à peu près. Donc ça fait beaucoup. Ça fait évidemment beaucoup de gens, et c'est vrai qu'on pourrait croire que le fait d'avoir plus de répondants, ça rend le résultat plus représentatif, mais comme je le disais au début, si on ne sait pas qui sont ces 350 000 répondants, ça pourrait être 350 000 personnes qui pensent la même chose. Alors on voit, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y en a quand même 25% qui sont pour. Mais voilà, on n'a pas du tout cette info qui nous permet de savoir si c'est représentatif ces répondants. C'est sûr, ton échantillon, en fait, l'échantillon standard, on en a beaucoup parlé lors des derniers lives, l'échantillon standard de 1000 personnes représentatif, donc avec X% d'hommes, X% de femmes, X% de jeunes, X% de vieux, etc. Attends, je recentre ça. Voilà. Pardon, c'est le micro. Donc oui, l'échantillon standard représentatif, il est représentatif parce que méthode des quotas, miniature de la population étudiée, etc. Cet échantillon-là sera toujours plus représentatif de 1000 personnes, sera toujours plus représentatif d'un échantillon d'1 million de personnes, si tous ce million, ils sont tous pareils, comme le dit Paul. C'est-à-dire que dans notre échantillon représentatif, on a, je sais pas moi, on a des femmes âgées qui vivent dans le sud de la France.
vous pouvez faire à côté un échantillon d'1 million de personnes qui sont que des mecs jeunes de la moitié nord. C'est ça. Et du coup, il vous manquera les femmes âgées du Sud. Mmh. Donc votre échantillon d'1 million, il peut ne pas être représentatif. Je caricature, je prends un cas extrême. Mais voilà, le nombre ne fait pas tout. Et donc, comme le souligne Paul là, les 300 et quelques mille qui ont répondu à cette question sur le site du Figaro, s'ils sont tous dans la ligne éditoriale du Figaro, ils ne sont pas représentatifs de l'ensemble des Français. C'est clair. Ça, c'est sûr. Non, mais exactement. Voilà. Et puis bon, le commentaire qui est associé à ce tweet est assez intéressant parce qu'il dit tout comme les Français qui adorent le pass sanitaire. Mais justement, il utilise des captures d'écran qui montreraient l'inverse et que nous on dit que c'est une fausse expression de ce que veulent les Français. Mais donc cette personne le valide quand même, le fait que les Français sont favorables au pass sanitaire via notre sondage. Donc ça prouve bien qu'il y a une confusion, soit qui est de mauvaise foi, soit qui est à dessein. C'est contradictoire ce qu'il raconte. C'est contradictoire. Ouais. On a un autre truc, c'était... Ah, TPMP. C'est le même genre. Même genre, êtes-vous favorable à la prolongation du pass sanitaire cet été? Donc voilà, il est allé choper plein de questions où la majorité des gens disaient non. Comment dire? Imaginez que sur les réseaux sociaux, il y a 50 000 personnes concertées entre elles qui se partagent sur un groupe toutes les questions de ce type-là, qui se disent, dès qu'il y en a une, on fait un raid, on vote non. Elles peuvent bidonner tout ça. Ouais. Tous ces trucs-là, parce qu'on ne contrôle pas qui va dessus et qu'on ne va pas chercher les gens, on attend que les gens viennent. Donc vous pouvez raider. Vous pouvez faire un raid sur ces trucs-là. Un sondage d'opinion, bien fait, comme on les fait chez nous, c'est nous qui allons piocher les gens, les chercher, pour avoir un peu toute la diversité et la diversité et la représentativité du pays. Mais c'est nous qui allons piocher les gens. Donc on ne peut pas se faire raider, par définition. Et puis on ne peut pas piocher des gens dont on sait qu'ils vont nous dire oui. Qui vont nous donner une telle ou telle réponse. Alors, oui, on ne sait pas à l'avance. Ils sont libres. Contrairement à ces gens-là qui ont des communautés, si vous êtes un parti ou un mouvement qui est contre le pass sanitaire, vous pouvez mobiliser votre base. Vous êtes sûr que tout le monde va dire non. Oui, voilà. Alors que nous, on ne peut vraiment pas le faire. On se base vraiment sur des choses tangibles qui sont les critères sociodémographiques de la population. Il y a un truc tout bête, c'est que même avec l'expérience, même en reconduisant des questions déjà posées par le passé, il y a des résultats de sondage qui nous surprennent. Voilà, c'est ça. Et en dehors de nos convictions profondes, philosophiques et politiques. C'est clair. Voilà, des fois on pose telle question et le résultat c'est ça, je m'attendais à 2 fois moins ou 2 fois plus. Tiens, c'est chelou. Voilà, ça nous arrive à nous. Donc c'est bien la preuve que on ne drive pas, on n'invite pas on tord pas les réponses pour que les gens nous disent ce qu'on veut. Nous-mêmes, on est surpris. Et ça arrive plutôt souvent. Plutôt souvent, ouais, absolument. Voilà, il y a quoi? Voilà, une autre question. Bon, ça c'est pareil. Mais c'est assez intéressant de voir que c'est toujours les mêmes résultats sur des médias qui sont peut-être un peu différents. Donc ça donne comme une idée de peut-être que ce sont les mêmes personnes qui répondent un peu partout, que sur Twitter on a un petit peu le même écosystème et que les opposants sont souvent plus mobilisés, c'est sûr, ça on le sait, on ne le voit pas seulement qu'en France. On sait que les opposants sont souvent très mobilisés, mais ça ne fait pas, c'est pas parce que vous êtes très mobilisés et très vindicatif que vous représentez la majorité. Bon, ça paraît basique de le dire, mais... Non, mais ça fait du bien. Voilà, mais après, on pourrait très bien y avoir dans notre sondage une majorité d'opposants. Toutes les mesures sanitaires ne sont pas validées par les Français très largement. Au tout début, fin décembre, même mi-décembre et fin décembre, quand on demandait en 2020, quand on demandait aux Français s'ils allaient se faire vacciner, il y avait une grande part de gens sceptiques. Ouais, c'est ça. Voilà, avec des. Alors à l'époque, on avait beaucoup analysé ce phénomène. Il y avait ce que moi j'appelais les réserves légitimes entre guillemets. Donc c'est le truc, ce nouveau vaccin, c'est une nouvelle technologie, il n'y a pas de recul dessus. Moi je veux bien, mais je veux bien que des gens y passent avant pour être sûr que ça fait pas bobo, ça fait pas du mal. Et bon, ça on peut dire c'est assez légitime comme réserve. Et puis après, tu as d'autres types de réserves qui sont plutôt sur des discours de défiance systématique et de posture, en mode c'est Big Pharma, ils vont nous injecter des puces. Et après, il y a des choses qui sont ridicules, j'ose le terme, ridicules, non pas sur le coup des puces, la 5G et compagnie dans les vaccins, ridicule même pas sur le principe, parce que ce serait, de ma part, donner un jugement de valeur, hop, cette opinion est complotiste. Moi je dis que les puces, la 5G dans le vaccin, c'est ridicule du point de vue technologique. Tout simplement, du point de vue technique et technologique, ce n'est pas possible aujourd'hui de faire ça, tout simplement. Sans que ça se voit, sans que si quelqu'un s'est fait injecter des nanomachines qui émettent la 5G, normalement s'il va chez quelqu'un qui a les éléments techniques pour observer ces nanomachines, il va les trouver. Voilà. Or, personne n'a trouvé de nanomachine qui capte la 5G. Donc. Bon bref, voilà, excuse-moi, c'était mon coup de cœur. Autre chose,
Autre chose, alors je vois qu'il y a une question. Ah, une question du Alors, crapaud. parce que je- Rendez-vous jeudi 2 décembre à midi, même lieu, même heure, donc Data Date, sur le déjeuner avec les experts de l'IFOP, où il n'y aura pas que des gens de l'IFOP. Pour Ouais, une là, fois, ça va nous être très accueillons, intéressant. pour théoriquement la dernière de l'année, nous accueillons le thésard Hugo Touzet. Mhm. On a confirmé, normalement c'est dans les tuyaux, mais j'espère qu'il n'y aura pas de pépins. Donc nous accueillerons Hugo Touzet, thésard sociologie politique même, on peut Ouais. dire, qui a de près étudié le milieu des sondages, voilà, comment sont faits, par qui les sondages. Donc ce sera l'occasion d'avoir une discussion, Mhm. peut-être un peu agitée, non parce que c'est une personne charmante, Voilà. en tout cas une discussion à bâton rompu entre des sondeurs, enfin un sondeur, on va pas se mettre en mode on prend plusieurs, voilà. Entre un sondeur en tout cas et un chercheur en sciences sociales qui a bien étudié la question des sondages et qui pourra nous livrer son regard. Voilà, est-ce que sommes-nous de vilains imposteurs ou sommes-nous des gens qui faisons honnêtement notre métier? La réalité est entre les deux. Non, Ouais. plutôt du côté honnête. Voilà, bon, ça n'a que trop duré, je ne fais que dire des bêtises. Donc, je vous dis, mesdames et À messieurs, bientôt, n'est-ce pas, à JP? bientôt, mon cher Paul. On a un gif de Paul qui fait à Voilà. bientôt. On On verra partagera s'il va vivre ou pas. peut-être. Hop, je mets l'écran de fin. Voilà. Et comme disait Paul, à bientôt. À bientôt. À la prochaine.